Bonjour et bienvenue sur Storylifique, le podcast 100% outdoor. On continue cette série de l'été avec 4 nouveaux livres sélectionnés qui donnent une vision très contrastée de la navigation océanique à la voile. 3 livres sur le Vendée Globe et la course au large en général, une version masculine, une version féminine, une version de prise de recul, et puis ensuite je vous présente un navigateur inclassable, incontestablement un très grand navigateur, mais sur un tout petit voilier. Yann Kenney a un gros coup de cœur. Donc commençons par le Vendée Globe. Alors j'ai beaucoup travaillé dessus l'année passée. Dans les notes de l'épisode, je vous mettrai la playlist des épisodes sur le Vendée Globe, pour ceux que ça intéresse. Et donc pour préparer tous les épisodes en lien avec cela, j'avais lu Yannick Bestaven, Mon tour du monde en 80 jours. Alors Yannick c'est un ingénieur, cela se ressent dans la manière dont il aborde ce livre, et il nous fait vivre son grand retour victorieux sur le Vendée Globe qu'il remporte le 28 janvier 2021 après 80 jours de course. Après une tentative ratée 13 ans auparavant. On en parle avec lui d'ailleurs dans l'épisode 65, je vous mettrai aussi le lien dans les notes. C'était pas si facile pour lui de revenir après un premier échec à cause d'un mât en fait qui casse très vite après le départ dans une mer très très formée. C'est donc l'histoire d'une belle revanche, et vivre un Vendée Globe aux côtés d'un navigateur hors pair, ce fut une lecture intéressante. Bon, sans plus j'avoue, mais agréable. C'est paru chez Gallimard. J'avais entendu un qui disait qu'il faut être fou pour en faire un deuxième. Ouais, Christophe Auguin. Il y en a qui confirment la folie, Ouais, on devient de plus en plus. C'est bien. C'est le plus jamais de la cuite et on recommence après. C'est ça. Ça peut être ça aussi. Alors, en 2008, un premier Vendée Globe a duré 2 jours. Ça fait très mal après une prépa de 4 ans, je pense, et même dans la tête de 20 ans, tu disais. Ouais, c'est douloureux parce que c'était la grosse aventure, la grosse échéance, et puis de s'arrêter aussitôt, d'abandonner aussitôt, c'est comme dans n'importe quel sport. En Formule 1, le premier virage, on va dans les graviers et puis tout s'arrête. Enfin, c'est dur parce que on est seul, mais il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec nous sur ces projets-là. Et c'est une immense déception pour tous ceux qui nous ont aidés et qui nous ont permis d'être au départ. Et c'était quoi? C'était un mât qui avait cassé, je sais plus. C'était Ouais, un mât qui est tombé, ouais. Un mât qui est tombé dans le golfe de Gascogne, et sur cette édition de 2008, on est 6 ou 7 bateaux à démater à peu près dans les mêmes conditions. Donc c'était un pas de bol, mais aussi, enfin voilà, c'était le destin. Oui, il y a eu beaucoup de casses. Ouais, il y avait beaucoup de casses, il y a eu une grosse mer formée. Et du coup, ça a été, voilà, c'est pas passé pour moi. Et alors l'arrivée, tu as proclamation des résultats, podium, ça fait quoi? Bah, ça fait bizarre, on a du mal à s'en rendre compte, on a du mal à réaliser. Déjà, on a du mal à réaliser qu'on vient de terminer un tour du monde, qu'on est parti au mois de novembre. On a du mal à réaliser qu'en plus on vient de le gagner. Et puis surtout, c'est un bonheur quand l'équipe technique met le pied sur le bateau, qu'on se retrouve plus tout seul à bord, à devoir tout gérer. Enfin, le poids du stress dont on s'en était pas rendu compte qu'on a sur les épaules depuis 3 mois, on se sent tout léger. Et puis, lorsque la famille, lorsque mes filles elles sont venues à bord et que ma plus jeune m'a dit ça y est, tu as fait ton tour papa, et en plus tu l'as gagné, c'est un bonheur quoi. C'est un bonheur, c'est voilà, l'impression d'avoir accompli quelque chose de grand, d'avoir réalisé son rêve. En parallèle et en écho, c'était super intéressant de lire le livre d'une autre participante au Vendée Globe, Isabelle Yoschke, qui, comme Yannick, en a fait 2. Et le titre de son livre est « Traverser les océans et autres épopées ». C'est paru chez Glénat. Alors là, on est dans un tout autre style. Tout d'abord, Isabelle aime écrire et ça lui réussit plutôt bien, mais surtout, on vit une toute autre approche du Vendée Globe. Isabelle, tout d'abord, nous partage un parcours de femme dans le monde de la course au large. C'est pas toujours évident, même si cela s'améliore. Il est clair qu'être un homme, cela évite certains obstacles supplémentaires dont on se passerait bien. Là, il y a vraiment une croyance. Et je pense que je suis pas la seule à l'avoir. C'est que, voilà, une femme, c'est comme une demi-portion d'un homme sur un bateau. Et j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, j'étais complètement à côté de la plaque parce que alors physiquement, certes, j'ai moins de force et ça, en plus, moi j'ai un tout petit gabarit, donc
Ouais, c'est clair, hein, je vais jamais hisser une voile aussi vite que mon coéquipier Pierre, qui est tellement plus grand, tellement plus costaud, il va 2-3 fois plus vite. Tu mesures combien? 1m60. Oui, voilà. Donc, ouais, j'ai un tout petit gabarit. Donc ça c'est une réalité. Mais après, j'ai justement dans mon parcours, je me suis rendu compte que, en fait, à part la force, il y a quoi? Il y a juste plein de choses en fait. On peut accéder à la puissance, on peut accéder par l'intuition, on peut accéder à plein de choses. On peut faire moins de manœuvres, mais les faire de manière plus pertinente au bon moment. On peut, en fait, il y a plein de manières de fonctionner. Et je pense que aujourd'hui j'ai trouvé la manière qui me correspond le plus, et c'est maintenant que je vois que alors que à l'époque j'avais 20 ans de moins, j'étais plus forte parce que j'étais plus jeune, et en fait aujourd'hui je vois que je navigue mieux. Dans son livre, Isabelle parle de sa préparation, beaucoup, tellement différente de celle de Yannick, et pour cause, nous sommes de toute façon tous différents, outre le fait qu'il s'agisse d'un homme et d'une femme, et que donc physiquement, forcément, les défis ne sont pas les mêmes. Et de toute façon, quand on a des personnalités différentes, forcément la gestion qu'il y aura à faire du mental comme du physique sera différente. Une lecture que j'ai trouvée vraiment agréable, qui m'a donné des outils également pour la gestion de mon stress, car ce livre a aussi pour but de transmettre. Et quand un livre est généreux et altruiste quelque part dans sa réflexion, quand on sent une envie de partager dans les pages, sa lecture est d'autant plus intéressante. Page 70. À la fin des courses, j'avais le visage couvert de boutons. Je faisais des réactions allergiques au néoprène du col et des manchons de ma vareuse. Pourtant, je m'en fichais. Peu m'importait que j'ai eu chaud dans mes vêtements, peu respirant, puis froid une fois couvert de transpiration. Je ne me plaignais pas de mes mains qui me brûlaient au point que rouler mes voiles devenait un calvaire. Ni de la fatigue, qui me faisait souvent m'endormir devant le repas fumant qu'on nous servait en guise de bienvenue. J'avais tout donné de moi, et en cela, je me sentais particulièrement vivante. Donc voilà, avec ces travers, ces petits détails, c'est vraiment très très immersif. Elle nous parle un peu plus loin d'une victoire qu'elle a eue, et on va retrouver un petit peu ce syndrome de l'imposteur, ou cette difficulté au niveau du mental que peuvent avoir les femmes dans le monde de la compétition. Donc ici, petit passage, elle vient de remporter une victoire. En tant que femme, ça a vraiment déchaîné l'enthousiasme des foules, parce que c'était une première fois sur cette course. J'en reparle dans l'épisode avec elle, mais je ne sais plus du tout de quelle course il s'agit. Mais donc ici, durant les 15 jours d'escale, je suis devenue la mascotte des habitants de Funchal. Leur réaction montrait que, pour elles, ce que je venais de réaliser était inconcevable. Au départ de la deuxième étape, certaines d'entre elles s'étaient réunies sur le quai pour scander mon nom, en guise d'encouragement. La pression était immense, et j'ai enregistré inconsciemment qu'il n'est pas normal de gagner une course lorsqu'on est une femme. Alors voilà, ça fait très très fort écho évidemment à ce que j'ai pu vous lire sur une histoire des grandes exploratrices. Dans le premier épisode sur les lectures de cet été. Et alors, ce passage me parle d'autant plus que pas plus tard qu'hier, j'ai vu une petite vidéo de Pascal Huguet, qui est psychologue et directeur de recherche au CNRS. Donc, le CNRS là-bas a fait une étude d'1 an sur l'impact des émotions négatives sur les performances. Ces études, en fait, portaient sur des croyances comme le fait que les femmes étaient moins adaptées à des études autour des sciences et des mathématiques, qu'elles réussissaient moins bien. Ils ont étudié cela pendant 1 an et leur conclusion est qu'en fait, les femmes font moins bien qu'elles ne devraient en réalité à cause du discours ambiant dans certaines disciplines. Donc ici, les mathématiques. Comment est-ce qu'ils ont fait l'étude? Il s'agissait de résoudre des équations mathématiques sous IRM. Donc on voyait ce qui se passait dans le cerveau. Et au début, les résultats hommes-femmes étaient parfaitement similaires. Et puis, il y a une petite phrase qui a tout changé. Cette phrase, il la glisse dans l'oreille d'une des participantes. Il lui explique très gentiment, dans la série d'exercices qui va arriver, il y a une différence dans les résultats entre les femmes et les hommes. Alors, le chercheur ne dit rien de plus, mais si on est une fille, on sait très bien ce que ça veut dire. Et les résultats ne se sont pas fait attendre, les résultats des femmes chutent alors dramatiquement, ça ressemble à un bon 50% sur le graphique de l'étude que j'ai vu sur la vidéo, donc c'est c'est sidérant. Et maintenant, c'est donc mesurable et mesuré, et on voit donc des circuits de la peur, des émotions négatives qui s'activent dans le cerveau après cette phrase, et qui donc
sape les performances. Donc, je vais vous mettre le lien vers cette vidéo. C'est une vidéo sur Insta. Je les mets dans les notes de l'épisode. Ça vaut vraiment la peine. C'est sidérant. C'est des choses qu'on sait, mais alors là, c'est mesuré. Et donc, je trouve que c'est vraiment une vidéo importante. C'est quelque chose qu'on ne répétera jamais assez, femmes comme hommes d'ailleurs, mais on va pas se mentir, les femmes se font beaucoup plus souvent rabaisser tout au long de leur vie que les hommes. En tout cas, écoutez les contenus qui vous font du bien, que ce soit les personnes dont vous vous entourez, que ce soit les lectures que vous choisissez, les émissions que vous regardez ou écoutez. Faites attention à ce que vous ressentez et soyez attentifs à ces contenus qui vous font vous déployer de l'intérieur, ceux qui vous nourrissent, qui nourrissent cette petite flamme qu'il y a en vous, car c'est elle qui vous permettra de développer votre plein potentiel. Je ne parle pas uniquement du potentiel productiviste dans l'industrie qui n'a pas vraiment d'avenir, c'est lui qui nous mène droit dans le mur avec ses envies de toujours plus et toujours plus vite, mais de votre potentiel à 360 degrés, votre potentiel humain, spirituel, émotionnel, et du côté du faire, votre potentiel dans un travail qui a du sens pour vous, et dans la réalisation de vos rêves, car les rêves sont loin d'être inutiles. Ils vous reconnectent à votre ADN profond, vous font vibrer et bien souvent inspirent les autres par ricochet positif à faire de même. Et on ne se sent jamais aussi vivant que quand on réalise ses rêves, et quand on se sent vivant, rien n'est plus impossible. C'est une des grandes leçons du monde de l'aventure et une des raisons pour lesquelles je l'aime tant. Donc je vous renvoie également à l'épisode 118, sorti en juillet, sur les grandes exploratrices donc. Avec Caroline Riegel, on développe un peu le sujet de ces limites qui enferment nos vies, alors qu'elles devraient être larges, quel que soit notre sexe d'ailleurs, ou notre lieu de naissance. Donc pour conclure sur ce deuxième livre, je recommande volontiers le livre d'Isabelle Yoshk. On en parle assez longuement dans l'épisode 97, donc si vous voulez vous faire une première idée plus approfondie sur cette proposition de lecture, rendez-vous là-bas, lien direct dans les notes. Alors maintenant, je vous invite à une toute autre lecture sur la course au large, celle offerte par Stan Turay. Ça s'intitule « Réduire la voilure » et c'est paru chez Robert Laffont l'an passé en 2024. Donc à 35 ans, Stan annonce son arrêt de la course au large pour raison écologique. Alors on en parle sur Storylific dans l'épisode 80 avec lui, c'est un épisode de mai 2024, et je reviens sur ce livre car il est vraiment intéressant à lire également pour mettre en lumière cet angle mort de la course à la voile, et plus largement notre course folle au toujours plus vite pour faire briller l'ego et la sacro-sainte visibilité au détriment du vivant et de l'environnement. Faut juste qu'on redescende un peu, de se dire en fait on n'est pas les maîtres de l'océan, mais loin de là, on est juste tolérés à passer par là. C'est juste le minimum de respecter en fait ces territoires-là et ces espèces, quoi. Donc, mais le chemin il est long. Là, par exemple, là il y a une course autour du monde qui part le 7 janvier là, avec des trimarans qui vont très 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 vite, qui vont à plus de 30 nœuds, avec des foils. Là, il y a eu tout un combat mené en partie par des gens de mon association qui ont essayé de mettre en place des zones interdites à la navigation. Mais même dans ces zones où on sait qu'il y a potentiellement beaucoup de baleines qui sont soit dans leur résidence naturelle ou dans des couloirs de migration, certaines équipes n'ont pas voulu respecter ça. Ils ont dit non, nous, si on veut aller vite, il faut qu'on passe par là. Donc ils ont négocié des corridors, des endroits où ils doivent passer. Mais ça en devient absurde parce que après, derrière, ils vont dire bah oui, on a cassé, mais on le sait, c'est super compliqué. Voilà, tout ça pour dire qu'on est loin de réussir encore à amener du respect, en tout cas dans la course au large, et c'est en train d'évoluer, mais il y a une énorme omerta là-dessus sur rien que le terme de dire OFNI, objet flottant non identifié. Dans les 3/4 des cas, ça reste des animaux qu'on tape, mais on le dit pas parce qu'auprès du grand public, ça arrange bien tout le monde de juste dire on a tapé quelque chose, on sait pas ce que c'est. Et d'ailleurs, même dans le traitement médiatique, moi, je suis assez énervé là-dessus de dire que on va d'abord dire est-ce que le bateau va bien, est-ce que les hommes vont bien, mais on se pose rarement la question de se dire est-ce que, les animaux, est-ce qu'ils vont bien. Si on faisait la même chose, je sais pas, dans n'importe quelle autre course, une course automobile ou un autre sport, en disant c'était sur sa route, il a tué des animaux sur le passage, mais ça passerait pas du tout en fait. Alors c'est très bien écrit, cela donne à réfléchir et surtout cela donne des solutions.
Car ici, on ne vous dit pas la course c'est pas bien, la compétition c'est pas bien, non. Stan donne aussi des pistes pour construire un futur désirable dans la voile, dans le sport en général et dans nos sociétés demain, tout simplement. Alors c'est une réflexion qui en vaut la peine. Tout le début du livre trace son parcours dans la course au large, il nous les fait vivre, puis il nous entraîne dans son cheminement, le début de la réflexion sur la course, la compétition, pour en venir à son revirement. Alors je vous lis des petits passages, évidemment. Paul ici, par exemple, page 57, il est encore dans son apprentissage de la course au large. La nuit passe, mais au matin, je me sens vraiment pas bien. Mon téléphone portable sonne régulièrement. Chaque fois résonne le riff de guitare d'Age of Consent de New Order. Le problème, c'est que je n'ai pas de téléphone à bord. Les moyens de communication avec la Terre sont interdits sur les courses en mini. On dispose seulement d'un bulletin météo quotidien diffusé sur la Transat ainsi qu'une radio VHF pour contacter les bateaux autour de nous dans un rayon d'une dizaine de kilomètres. Donc si mon téléphone sonne, il sonne dans ma tête. Je commence aussi à entendre des voix et un drôle de sifflement. Je comprends qu'il faut absolument que je dorme lorsque je vois ma sœur Caro avec son kawaii sur la tête dans la cabine. 2 secondes plus tard, c'est le spi mal rangé qui est à la même place. Je me force à aller m'allonger. Heureusement, la météo le permet. C'est la seule fois de ma vie sur l'eau où j'ai eu des hallucinations. Après cette expérience, j'ai réussi à écouter les avertissements et à ne pas dépasser certaines limites. Page 203, là on est dans le revirement, la réflexion, la partie qui me reste en mémoire personnellement. Il cite Aurélien Barraud. Cette métamorphose de la voile passera par une vraie remise en cause. Il s'agira de mettre fin aux petits débats, aux compromis, aux ajustements qui ne concernent que la modalité, sans jamais questionner la finalité. Aurélien Barraud tourne la métaphore ainsi. Aujourd'hui, on est en train de larguer un tapis de bombes sur le vivant. Avec la décarbonation, on se demande comment faire des bombes issues du commerce équitable en matériaux écologiques. Ok, c'est peut-être un peu mieux, mais la vraie question à se poser est, doit-on continuer à larguer des bombes atomiques sur les êtres vivants ? Chercher à se transformer quand tout semble fonctionner et quand on dispose du confort et de la sécurité nécessaires demande du courage. Être dans le déni ou le cynisme est bien plus simple. Sommes-nous prêts à renoncer aux vanités de la gloire, de la vitesse de l'argent et au culte de la marchandisation ? Je me demande sincèrement si la course au large mérite d'être sauvée quand je vois qu'elle s'obstine à ne pas vouloir réparer le futur. Un peu plus loin, il élargit la réflexion en disant donc que ces compétitions à la voile, c'est des symboles en fait, et qu'on a besoin de symboles dans nos vies. Et donc, il regrette le fait que, là je reprends, je le lis, il n'y a plus de repères communs, plus de grandes histoires qui motivent des sociétés entières, au sein d'un même pays, d'une même région, d'un même village, il n'y a plus de rêves communs. Nous devons aujourd'hui nous rappeler que notre universalité passe par notre appartenance à la nature. On comprend ainsi mieux le problème de la double boussole. Notre boussole interne pointe parfois vers un nouveau cap soutenable, mais très souvent vers le cap conformiste, qui dirige le monde en place et qui maintient l'inaction. Voilà, donc pour ceux qui ont envie de s'immerger dans un parcours de course au large, mais qui a aussi envie de réfléchir, eh bien voilà, ce livre est hautement recommandé. Je termine avec mon petit chouchou, le tour du monde avec mon baluchon de Yann Kenney. Donc ça, c'est un gros coup de cœur. Yann est exceptionnel. C'est préfacé par Olivier de Kersauzon, qui a un immense respect pour Yann, ce navigateur qui fait le tour du monde avec son baluchon, donc qui est un tout petit bateau de 6 mètres qu'il a fait de ses mains, avec des bouts de 3 fois rien, un rêve d'enfant qui a gonflé en lui jusqu'à jaillir à ses 50 ans, et beaucoup de créativité. Alors, si Yannick Bestaven et Isabelle Yoshk parlent de compétition de vitesse et de tour du monde en mode challenge, si Stan Turet questionne le mode vitesse à tout prix qui casse le bonhomme, le bateau et les cétacés sur leur passage, Yann Kenney, lui, il nous installe clairement dans la lenteur, dans l'art de vivre, de profiter du bercement de la houle, de l'horizon infini, sans souci du lendemain. C'est Alexandre le Bienheureux sur mer, pour ceux qui connaissent ce vieux film, un épicurien qui s'est fait la malle pour pouvoir plonger son regard dans le bleu du rêve de Moitessier.
Alors Yann, il n'a rien à prouver, il ne lève aucun étendard, il rêvait de construire un bateau, il l'a construit, il rêvait de faire un tour du monde, il l'a fait. S'il pouvait ne jamais avoir été médiatisé, il en serait tout aussi heureux, si pas plus. Son livre, c'est un régal, une vraie leçon de liberté, par quelqu'un qui ne cherche surtout pas à donner de leçons, un vrai partage humain, tout simplement, et en plus il écrit bien l'animal. Je garde un souvenir absolument ravi de l'épisode 66 que j'ai enregistré avec lui, et encore plus d'avoir pu aller manger des moules frites à Bruxelles avec lui et Didier Naro, ancien de l'équipe Cousteau, aussi interviewé dans le podcast lors de leur passage pour le festival Into the Blue. Je vous lis la préface d'Olivier de Kersauzon, elle est magnifique. Un bout de la préface, évidemment, je vais pas tout lire. Si vous voulez tout lire, il faudra acheter le livre de Yann. Alors, j'ai rencontré le bateau avant l'homme. La dépêche de Tahiti l'avait mis en première page et je suis aussitôt allé le voir au port. J'ai été stupéfait de tant de simplicité, d'intelligence et de technique. J'ai laissé un mot en demandant au propriétaire du bateau de m'appeler, ce qu'il a fait. J'ai fait la connaissance de Yann Kenney et j'ai découvert un merveilleux marin. J'étais sûre que son aventure se terminerait de façon glorieuse. C'est la confirmation d'un extraordinaire homme de mer, d'un voyage d'homme fait avec un bateau d'enfant. Yann ne rêve pas, il agit et son action fait rêver. Un autre passage, cette fois-ci, du livre de Yann, un peu la genèse de son aventure. Depuis le jour où mon fils a pris son envol pour quitter le nid dans lequel nous vivions tous les deux pour devenir compagnons du devoir, je me suis retrouvée avec un sentiment de fierté pour lui et celui du devoir accompli pour moi. Dorénavant, j'allais m'occuper principalement de moi et ne faire que des trucs rigolos. J'avais une longue liste de projets à réaliser impérativement avant qu'il ne soit trop tard, notamment mon vieux rêve d'effectuer le tour du monde à la voile. Alors j'ai démissionné d'un emploi très très ennuyeux de petit gratte-papier de base à la direction départementale de l'équipement, la DDE, qu'une certaine faiblesse m'avait contraint à accepter beaucoup plus de temps que nécessaire, pour me consacrer uniquement à mes priorités. En parallèle, histoire d'alimenter mes minces frais quotidiens, j'ai créé une micro-entreprise de conception et de construction de petits bateaux en contreplaqué. Mais même si c'était une activité passionnante, je manquais sérieusement de malice et de sens d'e-commerce et les bénéfices se sont révélés peu compatibles avec mon envie de reprendre rapidement la mer. Trouver des fonds pour mon deuxième départ m'a donc pris un peu plus de temps que prévu. C'est ce que l'on pourrait appeler le coup de la liberté. Comme vous le voyez ou plutôt l'entendez, c'est plein d'humour, d'humilité, de jeux de mots. J'ai beaucoup souri, parfois ri à haute voix, et surtout je revoyais les yeux pétillants et pleins de malice de Yann pendant l'interview au resto que nous avions partagé. Ces pages, c'est tout lui. Allez, encore un petit extrait pour la route, toujours du début de l'aventure. Je tiens d'abord à préciser que je n'ai évidemment pas choisi de voyager sur un mini-bateau juste pour faire parler de moi ou pour faire mon intéressant, rien que cette idée m'aurait un peu inquiété et aurait été très éloignée de ma façon de voir les choses. Heureusement pour moi, il y a déjà eu un record sur un plus petit voilier. Un Australien du nom de Serge Testa a réalisé un tour du monde dans les années 1980 sur un bateau de 3,60 mètres. Faire la course à l'échalote et entrer dans le livre des records ne m'intéresse pas spécialement. Ce jeu un peu saugrenu qui consiste à savoir qui a la plus petite, l'inverse du fameux jeu très répandu de celui qui a la plus grande, ne correspondait pas vraiment à mon projet, qui était simplement de vouloir naviguer en toute simplicité. Voilà, le tour du monde avec mon baluchon de Yann Kenney. J'ai adoré et j'espère que vous trouverez votre bonheur dans cette petite sélection de l'été en mode navigation. Pour accompagner ces recommandations de lecture, je vous propose la rediffusion de l'entretien, évidemment, avec ce marin rêveur et espiègle, Yann Kenney. Bonne lecture, bonne écoute et à bientôt.